Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus d'importance. Frank et moi. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sort de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 42 de la saison 5 de Mauvais Travail. Mauvais Travail est une émission des Mauvais Studios que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager, à commenter, ça fera du bien à nos petits cœurs de mauvais. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je ne suis pas seul puisque je suis avec mon meilleur pote, à la vie comme à la scène, Frank Magic. Comment vas-tu mon franc mon kiki? Très bien, Michel. Et dis-moi, la télécommande avec un bouton en forme d'Australie est toujours sur la table et je vois qu'il y a un nouveau bouton en forme de Père Lachaise. T'inquiète pas, Francky, tu vas avoir l'occasion d'appuyer dessus, mais pas tout de suite, tranquille. Ok? Oh, il est pas marrant, Michel. À chaque fois qu'il y a un bouton... Tu repars en monologue intérieur, Francky. Tu sais très très bien que je déteste ça. D'accord? Oh, mais Michel! Mais puis arrête avec ta réverb de monologue intérieur, là, s'il te plaît. Mais Michel, c'est toi qui monte l'épisode et qui met les effets sur les voix, donc c'est toi qui arrêtes. Ouais, t'as pas tort. Bon, on va pas y aller par quatre chemins et on va lancer tout de suite le jingle qui va nous en dire un peu plus sur le thème de l'émission et sur les coulisses de Mauvais Travail. Cool. Alors, jingle. Bon alors les gars, ce jingle, ça dit quoi? Tiens Clémence, voici le texte. Ok, alors, une princesse morte, un héritage, un cimetière, un cercueil de verre, un cadavre en vadrouille, des vers, Ouais. la mort... Ouais. Les gars, vous êtes sérieux? C'est beaucoup trop glauque votre truc là. Bah ouais, mais c'est de ça dont on va parler en fait. Non, mais y a pas moyen, c'est triste à mourir votre truc. Triste à mourir. Excellent. Ajoute ça au texte, Michel. Bon, allez, moi j'y vais, je lirai pas votre truc, et puis j'ai plus le temps. Plus le temps, mais Clément, Non, et puis sérieux. je passe sous un tunnel les gars, je vous entends plus. Quoi? Michel, Francky, c'est vraiment dommage. Mais comment elle fait ça? Allô? T'es en face de nous, Clémence. Allô? Un Allô? tunnel? Oui, dans un tunnel, et je dois vraiment vous quitter là. Oh, bah, c'est quoi ça? Bah ça c'est une porte. Bon, vas-y, Michel. Ok, allez, c'est parti. Une princesse morte. Un héritage. Un cimetière. Un cercueil de verre. Et un cadavre en vadrouille. Mauvais Travail, épisode 42. Aujourd'hui, notre mauvais dossier va traiter de l'affaire du cercueil de verre du Père Lachaise. Notre base documentaire pour ce dossier est un livre écrit par Stéphanie Sauget, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Tours, intitulé « Le cercueil de verre du Père Lachaise ». Une histoire qui a mobilisé pendant près d'un siècle et à travers le monde des journalistes et des prétendants à la fortune prêts à tout quitter pour cohabiter avec une princesse décédée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah justement, nous allons nous y plonger tout de suite en vous lisant un courrier qui, vous allez l'entendre, sonne bien mystérieux. Au maire de Paris, France. Mon cher monsieur, vous trouverez ci-joint un article d'un de nos journaux locaux. Pourriez-vous me dire si cette histoire est simplement un canard ou la vérité? Désolé l'ami, on doit juste vous couper un petit peu pour un peu de vocabulaire. Wikipédia, peux-tu nous expliquer ce qu'est un canard dans le contexte de ce courrier? Parce que c'est un mot qu'on va pas mal utiliser aujourd'hui. Mais bien sûr, les amis. Un canard, vous l'utilisez souvent pour parler de journal, mais sachez qu'un canard désignait dans les débuts de la presse vers 1840 un vendeur de journaux à la sauvette par allusion à son cri. En gros, il ne faisait pas coin-coin, n'avait pas non plus des pieds palmés, mais vous avez l'idée. Et comme en musique, un canard est une fausse note, au 19e siècle, un canard peut être aussi une fausse nouvelle. Monsieur Pédia, Oui. puis-je continuer? Oui. Donc, je voulais savoir, avant que l'homme érudit me coupe, si cette histoire est vraie. Si oui, veuillez me dire à qui adresser sa candidature. Quelle est la taille de l'hôtel et qui défrait les dépenses de nourriture à l'homme qui tenterait l'affaire? Aussi, si c'est $1 million ou $1 million, est-ce qu'un homme de n'importe quelle nationalité peut devenir candidat? Et s'il réussit, recevra-t-il l'argent et recevra-t-il tout en une seule fois? Si cette requête ne parvient pas au bon bureau,
Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'adresser au service approprié, faisant confiance au fait que vous m'accorderez une réponse dès que vous le pourrez. Effectivement, c'est bien mystérieux comme courrier. Il est vrai. Et tu noteras, Francky, qu'il y a un enjeu pas négligeable dans cette affaire. 1 million de sous-sous. Tiens, si je ne m'abuse, c'est pas la somme minimum que tu mentionnes dans tes prières au grand mauvais? Si, c'est ça. Ah. Grand mauvais, entends ma prière et fais que le destin m'amène à empocher 1 million de sous-sous, minimum, avant la fin de l'année. Ce courrier, c'est donc Stéphanie Sauget qui le découvre au cours d'une recherche dans les archives du bureau des inhumations du Père-Lachaise. Elle tombe sur un dossier qui s'appelle l'affaire Rousse-Curtis. Dans ce dossier, elle trouve moult lettres, des missives qui, selon ses mots, sont à dormir debout. La lettre précitée fait partie d'un corpus de 63 courriers. 63 candidatures cheloues reçues entre 1893 et 1937, rassemblées par différents conservateurs du Père-Lachaise. Dans le lot, il n'y a pas que des lettres qui, vous l'entendrez, ont des origines surprenantes. Non, on y trouve également des coupures de journaux. Parmi ces extraits de journaux, on peut déjà vous en citer un qui va vous éclairer sur notre histoire. Un étrange défi testamentaire, selon les journaux parisiens, est sur le point d'être tenté sur la scène parisienne. Il y a 5 ans, une princesse russe est morte en laissant une immense fortune. L'ouverture de son testament fit une grande surprise à ses proches. Dans une des clauses, elle laissait 5 millions de francs à la personne qui resterait 1 an dans la chapelle construite au-dessus de sa tombe au Père-Lachaise. 5 millions? Le corps de la princesse, selon le récit légendaire, repose dans un cercueil en cristal dans un magnifique état de préservation. Aucun de ses proches n'a été capable de rester plus de 2 ou 3 jours dans la chapelle afin d'obtenir l'héritage. Ah ouais. Et ouais. Et lorsque je parlais des origines surprenantes des lettres et a fortiori des journaux, on a volontairement caviardé un passage du premier courrier cité que voici. Pardonnez-moi de vous déranger avec ça, mais je désire beaucoup en apprendre plus si cette histoire est vraie. Et comme les États-Unis sont à peu près à 3000 km de votre belle France, j'ai posé beaucoup de questions. Le monsieur prend congé de ses destinataires comme suit. Votre dévoué Richard W. Rueloff. Je vous prie de bien vouloir répondre à ma nouvelle adresse. Et ouais, vous avez entendu? Le gars vient des États-Unis et il a vent de cette histoire qui se déroule en France, à Paris. Alors pour rappel, les courriers datent d'entre 1893 et 1937. Oui. Et maintenant, levons le voile sur les origines de ces 63 courriers qui, initialement, devaient être plus nombreux. Mais certains, a priori, ont été soustraits du lot, en ne laissant ainsi que les plus exotiques. Absolument. Alors, comme la correspondance de notre Richard W. Rueloff, une majorité de ces courriers vient d'Amérique du Nord, à savoir des États-Unis et du Canada, 44 sur 63. Ensuite, on a des courriers parisiens, autrichiens, italiens, allemands et belges. Ne représentant qu'un quart du corpus, les courriers européens sont les moins nombreux. Ah bah, autant te dire que si j'avais été de ce monde à l'époque, il y a de fortes chances qu'un courrier breton signé Frank Magic serait arrivé au Père-Lachaise. Dis, il y a un truc qui me chiffonne. On a des lettres de plein d'endroits différents en Amérique et d'un peu partout en Europe. Mais bizarrement, 0 courrier en provenance du Royaume-Uni. Et non, et tu sauras plus tard pourquoi. Moi, j'imagine comme d'hab pour pas faire comme tout le monde. Comme ce truc de rouler à gauche, là. En termes de proportion, ça donne quoi? Du côté américain du Nord, les courriers viennent à peu près des mêmes endroits, mais comme on l'a constaté, en Europe, c'est hétérogène. Le courrier le plus ancien date du 23 septembre 1893 et nous vient du pays en forme de botte où on parle avec les mains. Tu veux pas dire le mot Italie ou quoi? Non, et puis j'ai aucune raison si tu veux savoir. Sinon, pour la plupart des courriers, ils ont été envoyés entre début novembre 1893 et fin janvier 1894 avec une pointe le 27 novembre 1893. Après, ça s'est calmé. Entre 1925 et 1927, les lettres de candidature ont fait un petit comeback avec 6 courriers et une dernière petite goutte en 1937. Après cela, plus rien. Bon, on sait que pas longtemps après 37, il se passera des choses en Europe à base de bruit de bottes et de petits moustachus nerveux dont je ne dirai pas le prénom dans cette phrase, mais peut-être dans la prochaine, qui sait. Mais de toute façon, on y reviendra plus tard. Côté courrier, Adolphe Brisson, un journaliste et critique dramatique dont le taf est de critiquer des œuvres théâtrales, retranscrit très fidèlement une des lettres. Alors, quand je dis fidèlement, vous ne l'entendrez pas, mais c'est très très fidèlement en termes d'orthographe. Apparemment, c'était pas la spécialité de la personne. Monsieur, je vous prierai de bien vouloir me renseigner. Je me suis laissé dire qu'il existait un tombeau d'une princesse au Père-Lachaise, que cette princesse aurait demandé soit avant de mourir, ou par testament, d'être veillée pendant 1 année, moyennant une forte prime que déjà plusieurs personnes auraient essayé sans réussir. Je vous serai très obligé de bien vouloir me renseigner, et si la chose est réelle, de me dire quelle est l'installation pour la personne qui passerait 1 année dans ce tombeau et quel sexe. Je vous prie de m'excuser, je joins un timbre pour ma réponse, et vous remercie d'avance. Recevez monsieur mes salutations. Madame G.
Alors, Francky, t'as les yeux qui brûlent, tu saignes du nez, et puis merci, hein, t'as essayé de faire les fautes d'orthographe à l'oral, c'était pas mal. Mais comme Adolphe Brisson, je pense que les fautes d'orthographe ont leur importance. Par exemple, en lisant le début de ce courrier, on peut se dire, vu les accords féminins employés, qu'il s'agit peut-être d'un homme peu porté sur les accords, mais en fait non, puisqu'il s'agit d'une lettre écrite par une dame. Madame G. Ok, donc il y a donc des femmes qui candidatent également, faudra qu'on en reparle. Mais avant, qui sont les autrices et les auteurs de ces courriers ? Sont-ce des personnes solitaires ? Eh bien non, en fait, il n'y a pas une surreprésentation remarquable de célibataires, de veufs ou de veuves dans le corpus. L'âge moyen des auteurs est de 30 piges et ils sont a priori actifs professionnellement parlant. On note qu'il y a des fossoyeurs, des employés de pompes funèbres, des gens qui n'arrivent pas à décrocher du taf, on dirait des ouvriers ou des artisans, genre charpentiers par exemple, des employés d'administration, du privé, des écrivains, un journaliste, un instituteur, des soldats, infirmiers et des gens issus de professions libérales. Il y a des bourgeois, des personnes de classe moyenne, de classe populaire, donc on peut dire que c'est assez large en termes socio-professionnels. Et détail important, en 1893, comme on l'a souvent répété dans Mauvais Travail, puisqu'apparemment on a un tropisme pour cette période, mondialement, c'est la dépression économique. Pour continuer, peux-tu nous parler de sexe, Michel ? Depuis le temps que je voulais qu'on en parle. Je sais pas, sexe en solo, à deux, à plusieurs, ou même avec un mixeur. Mais non, peux-tu nous parler du sexe des auteurs et autrices ? Ah oui, ok. Ah bah ouais, évidemment. Hein. Bon, le truc avec le mixeur, on coupera. Merci. Alors, sur les 63 lettres, 9 sont écrites par des femmes contre 54 par des hommes. Dans sa quête, Stéphanie Sauget dépeint d'abord des portraits de femmes ayant écrit à l'administration du Père-Lachaise. Dans le lot, il y a Françoise Gaglione, une jeune italienne, Miss L. Barnes, une américaine de Columbus dans l'Ohio, une parisienne de 30 ans, Olympe Spiegel, ou encore Alice Britton de Denver dans le Colorado. Leurs profils sont assez différents, même si on ne connaît pas précisément leur métier. Il y a également une autre femme, Maria-Élise Lauder, la personne la plus connue à avoir candidaté et seule femme canadienne. Pour elle, il y a plus de précision car sa vie a été plus documentée. Elle est la veuve du député conservateur Abraham William Lauder qu'elle épouse en 1884 à Toronto. Elle est née au Québec, à Saint-Armand, à 619 km de Toronto si vous longez le Saint-Laurent. Enfin moi après c'est ce que je ferai. Bon après vous faites comme vous voulez mais c'est le plus simple parce que si tu passes juste genre vraiment... Oui. Non, c'est bon, on a compris Michel Mott. Ok, je reprends. Elle entre ensuite à l'université aux États-Unis dans l'Oberlin College dans l'Ohio où elle obtient un diplôme de théologie. Elle revient ensuite au Canada. Alors sûrement en longeant le lac Ontario parce que c'est plus pratique. Puis si vous passez par Toronto, arrêtez-vous à la Bellwoods Brewery, c'est super, ils font des bons Michel, jus pardon. Tout ça pour devenir institutrice dans le collège de jeunes filles de Whitby, ville où elle fait la rencontre de son futur époux. En 1857, elle suit son amoureux à Toronto et devient une femme charitable et philanthrope, très investie dans la Women's Christian Temperance Union. Linguiste reconnue, elle voyage beaucoup en Europe et acquiert une petite réputation dans le vlog voyage version 1800. Si vous êtes curieux de voir sa tête, vous la retrouverez à la page 22 du bouquin où elle pose fièrement pour le photographe en 1865. Dans le corpus, nous avons une surreprésentation de femmes sans mari, ce qui s'explique assez logiquement avec le fait de pouvoir partir un jour sans retour et surtout sans avoir d'attache. Les femmes qui candidatent ne font pas ça sur un coup de tête. Elles y ont bien cogité avant et surtout prennent des pincettes et se demandent si cette folle histoire est réelle. On s'y attend, mais précisons-le quand même, que ce soit les hommes ou les femmes, les candidats en majorité sont le plus souvent des personnes ayant besoin d'argent. Après avoir survolé les candidatures féminines, on peut vous le dire, la majorité des courriers sont écrits par des paluches d'hommes. Les hommes en majorité utilisent du papier en tête publicitaire, des feuilles de compta, ce qui peut nous faire dire que ceux-ci n'écrivent pas de chez eux, mais à leur travail. Peut-être pensent-ils que ça va faire pro et attirer les recruteurs. Une différence entre les femmes et les hommes est notable, à savoir que les hommes lâchent assez rapidement leur profession, leur religion et autres détails sur leur vie. Quelques courriers sortent du lot, à l'instar de Johannes Heffer, un homme de 27 ans, papa de 3 enfants, originaire de Stuttgart. Il mentionne le fait qu'il gagne durement sa vie en travaillant comme terrassier fossoyeur en Allemagne. Il dit être en bonne santé et prêt à sacrifier sa famille. Pour lui, ce n'est pas une expérience excitante à vivre, mais plutôt une épreuve solitaire. Le gars n'a pas l'air d'être le mec le plus fun du monde, comme en témoigne un extrait de son courrier. Il est vrai que je ne parle pas le français, mais cela ne fait rien à l'affaire. La vie dans un caveau, c'est comme la vie d'un ermite qui s'est retiré du monde des vivants et tout à fait d'après mon désir. Dans le vivier, il y a également Joseph Auquier. J'ai 21 ans, je suis belge, plombier zingueur, orphelin de père depuis 14 ans et je vis avec ma mère, une femme sans dessous. Dans son courrier, il parle beaucoup de sa pauvreté ainsi que de celle de sa mère, de ses frères et de ses sœurs. Il y a également Jules Prigon.
Je suis belge, j'ai entendu parler de la mystérieuse princesse via le curé du bled. Un chouette curé, et du coup je me suis pas méfié, je l'ai cru et j'ai rédigé ma lettre tout de go. Jesse Lee de Chicago. Ouais, je suis pas sûr que votre histoire tienne debout ou que ce soit vrai, mais sachez que moi, j'ai pas peur des fantômes, des morts, des diablotins, ni même de Guillaume Canet. Moi, si je viens, c'est au nom de la science. J'y ferai des expériences sur moi-même, tant que ça inclut pas de l'électricité et mes tétons. Je suis pratiquement certain que la dernière phrase ne soit pas de lui, mais passons, il dira aussi... Je suis d'origine française. Mon bisaïeul était un général de division sous Napoléon et s'appelait Pierre Resseg. Il habitait les environs de Nancy et vient en Amérique immédiatement après l'exil à l'île d'Elbe. Je me nomme Jesse N. Lee, actuellement à Chicago. Certains, des mecs pas très riches, demandent qu'on leur paye le billet d'avion qu'ils s'engagent à rembourser ultérieurement. Chez les hommes, la candidature la plus remarquable est celle de Cyrus George Northcott, et vous allez vite comprendre pourquoi. Lui, il poste sa lettre à Radportage au Canada. Si sa vie est plus documentée que certains des autres candidats, c'est qu'il est papa, mais pas le papa de n'importe qui, non, le papa d'un charmant bambin qui plus tard s'occupera avec des activités saines et créatives telles que tuer des gens, beaucoup de gens, enfin assez pour être qualifié de tueur en série. Celui-ci sera exécuté en 1930 aux États-Unis. Cyrus se retrouvera donc dans la sauce au cœur d'une affaire criminelle notoire et très médiatisée. Dans le livre, vous pourrez voir sa tête alors que l'enquête sur le meurtre est en cours et que le procès se déroule à Los Angeles, en Californie, en 1928. Dans les journaux, il est décrit comme un papa inquiétant et soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son fils avec son épouse alors que celui-ci n'était qu'un enfant. Quel amour! Il dira dans sa lettre laconique: Bon, je vais pas en faire des tartoches. Dites-moi juste si votre histoire de princesse est réelle. Et si c'est le cas, je fais mon baluchon et j'arrive vite, très vite. Les profils sont donc très différents et ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont tous prêts à tout quitter pour aller squatter un tombeau dans un cimetière, pour la plupart très loin de chez eux. C'est assez fou, il faut le dire. Bah, c'est qu'il y a un petit pactole à se faire, moi je comprends. La plupart des courriers mentionnent que leurs auteurs ont eu vent de l'histoire via les médias. Et des médias, fin 1800, il n'y en a pas moult. Donc évidemment, c'est par le journal, média hégémonique de l'époque, que la news se propage. Et en fouillant dans les bases de données d'archives de journaux, on retombe pas mal de fois sur notre histoire de princesse dans son cercueil de verre. Mais alors, cette histoire, elle a bien une origine. Et cette origine, c'est la France, plus largement l'Europe, ou le pays des cow-boys où on mange des hamburgers. Eh bien, Frédéric Ortoli, homme de lettres et folkloriste, fera sa petite enquête sur le sujet et tentera d'en trouver la provenance. Il n'y arrivera malheureusement pas. Par contre, concernant l'occurrence la plus ancienne d'un article sur le sujet au pays du Camembert, là, on sait. Eh bien, l'article français le plus daté sur le sujet provient de la page 3 du numéro du 19 septembre 1893 du journal La Justice, extrait. La légende du cercueil de verre est ici utilisée comme une voie d'accès à cette boîte noire qu'est l'imaginaire occidental contemporain de la dernière demeure. Il court en ce moment à Paris une histoire assez curieuse qui vaut d'être rapportée. Il y a quelques 5 ans, c'est la légende qui parle, mourut à Paris une princesse russe qui laissait une fortune considérable. Mais quand on ouvrit le testament, la défunte destinait une somme de 5 millions à la personne qui consentirait à rester pendant 1 an dans la chapelle élevée au-dessus de son tombeau au Père-Lachaise. La princesse, c'est de plus en plus la légende qui parle, repose dans une bière de cristal. Son corps est étendu sous la vitre, dans la blanche toilette des morts, et des yeux vides semblent voir encore par-delà la paix du tombeau, comme dit Sully Prudhomme. D'où un effet très grand chez les personnes désireuses de gagner 5 millions et qui n'ont jamais pu jusqu'ici accomplir la veillée macabre pendant plus de quelques jours. Ce même article sera repris 2 jours plus tard dans la rubrique Chronique de l'univers le 21 septembre 1893 en page 2. Au-delà de nos frontières, dans l'Empire austro-hongrois, l'histoire fait son petit bout de chemin en commençant à circuler à partir du 15 novembre 1893. Il y a néanmoins des variantes. Écoutez. 5 millions de francs à gagner. Dernièrement est morte à Paris une riche comtesse qui lègue 5 millions à qui consentira à lui tenir compagnie dans son tombeau pendant 1 année. Maintenant, ainsi que l'annoncent les journaux italiens, il s'est trouvé un jeune homme qui veillera dans le tombeau de cette dame pendant 1 année entière. Bon ben pour le journaliste, c'est plié. Apparemment, ils ont trouvé le candidat. Un mec originaire du pays en forme de botte où l'on parle avec ses mains. Donc en Autriche et en Hongrie, c'est cette version qui circule. Un truc qu'il faut savoir sur la presse de l'époque, c'est que les journaux les moins riches ont recours à des articles déjà rédigés, car ils n'ont pas les moyens matériels, humains et le temps pour remplir leurs colonnes. Il est donc possible que notre histoire ait été largement diffusée avec ce procédé dans cette partie de l'Europe. Plus tard, à partir de janvier 1894, des articles plus complets popent dans la presse.
Comme par exemple, le 11 janvier, dans le journal viennois Die Presse, un article assez long intitulé Die Prinzessin im Gläsernen Sarg. La princesse dans un cercueil de verre, dans le Neue Freie Presse, un autre journal viennois. Le 12 janvier, l'article est de retour sous le nom Une nouvelle Blanche-Neige. Et ne comptez pas sur moi pour le dire en VO, il n'y a que des consonnes. Par contre, je peux vous dire que ça vient du journal Le Grazer Tagblatt, et ça c'est quand même bien gaulerie à prononcer. Le 13 janvier, rebelote, en première page du Linzer Volksblatt. Et enfin, dans le Grazer Volksblatt, le 18 janvier 1894, sous le titre Friedhof romantique. En français, tripote-moi fébrilement dans mon cercueil. Michel, t'as écrit quoi? Oh pardon, excuse-moi, je corrige alors, attends. Voilà. Donc, en français, du romantisme au cimetière. L'article ne change pas trop de l'histoire de base. La somme varie selon les endroits, en passant ainsi de 5 millions de francs à 100 000 francs par exemple, ce qui justifie les incohérences entre les articles et les courriers que l'on vous a cités précédemment. Il y a également des détails du genre que la veillée devrait se passer sous une coupole d'or située dans la section 48 du Père-Lachaise. Et elle existe cette section. Mais pourquoi? Et elle existe cette section? Oui, elle n'appartient pas à des princes orientaux ni russes, mais à la famille Beauséjour de Marseille, dont l'ancêtre, un marin, en faisant son taf de marin, a voyagé dans les 7 mers et a développé un tropisme pour la fabrication de petits bonhommes avec des bouchons de liège et des cure-dents, mais surtout pour l'architecture byzantine, ce qui se ressent sur les tombeaux de sa section. D'accord. Alors, un truc remarquable à noter, c'est que nos candidats mâles alpha autrichiens, en plus de leur courrier, aiment envoyer un petit selfie histoire de montrer que la princesse aura un beau garde. Regarde comme je suis musclé. Je pourrais porter ton cercueil avec mes gros muscles et ainsi te promener partout dans le tombeau. J'espère que tu me choisiras. En attendant ta réponse, hasta la vista, baby. L'histoire évolue. Mais surtout, elle n'est plus qu'une simple annonce et devient un article de divertissement. Du côté du continent américain, la diffusion a été plus vénère, à en croire le nombre de lettres reçues au cimetière. À partir du 22 octobre 1893 et jusqu'au printemps 1894, l'histoire est relayée comme un étrange défi testamentaire. A Curious Will Contest, en VO. Le premier journal qui diffuse notre histoire, c'est le New York Tribune, dans sa rubrique Potin du jour. Aux États-Unis, il faut savoir que ce journal est l'un des plus importants. Ensuite, notre histoire popera dans le Chicago Daily Tribune. De Chicago, notre histoire ira ensuite se balader au Kansas, puis dans l'Indiana, dans l'Ohio et dans l'Iowa. Si l'histoire suit ce chemin, ce n'est pas un hasard, puisqu'il s'agit de la zone où s'étale le réseau télégraphique commandé par Chicago, métropole du Nord-Ouest à la jonction entre 24 lignes de chemin de fer différentes, qui devient le principal épicentre d'où notre histoire sera propagée en 1893 aux États-Unis. Et Michel, on est passé de l'Europe aux États-Unis, mais on ne sait toujours pas pourquoi aucun courrier ne vient du Royaume-Uni. Oh bah ils sont plus malins que les autres, parce que leur journal s'empare de l'affaire et qualifie directement le truc de canular. Ah ouais, effectivement, c'est malin ça. Ouais. Moi, si j'avais été journaliste, j'aurais fait pareil. Faire croire à un canular pour évincer la concurrence et être le seul Britannique sur le coup. Francky, j'ai attendu qu'on développe le dossier pour savoir comment tu te positionnerais sur cette histoire, mais je vais arrêter de te faire mariner. T'es prêt? C'est vraiment un canular. Vraiment. Bon, attends. Tu nous as bien précisé la source du dossier en début d'épisode. Oui. Le cercueil de verre du Père-Lachaise, écrit par Stéphanie Sauget, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tours. Oui, mais je voulais te faire rêver un petit peu, alors j'ai volontairement éludé un truc. L'un des thèmes de recherche de Stéphanie Sauget, c'est l'histoire des imaginaires sociaux, les légendes urbaines, quoi. Par exemple, elle a bossé sur les vampires et les maisons hantées. Ah ouais? Bah ouais. Et donc, pour son livre sur le cercueil de verre, une partie de ses recherches est consacrée à l'origine de cette légende. D'où elle est partie? Comment s'est-elle diffusée? Qui en ont été les victimes? Ok. Bon bah, qu'elle m'ajoute à la liste des victimes alors. Oh. Et donc tu disais que les Anglais, eux, ils ont grillé la supercherie directe, ça? Raconte. Oui. Tout commence le 25 décembre 1893 dans un article du London Standard intitulé An Extraordinary Hoax, un canular de ouf. Le billet se présente sous forme d'un article télégraphique écrit par le correspondant du journal à Paris, télégraphié la veille. Le ton est sarcastique et est un prétexte pour les Anglais afin de se foutre de nous et de caricaturer les Américains en gros naïfs. S'ils voyaient qui ils ont comme président aujourd'hui pour la deuxième fois, ils en chieraient des articles et pas que sarcastiques. Ce premier article sera repris à la ligne près par la presse du Royaume-Uni les jours suivants avec différents titres. L'étrange histoire d'une princesse russe. Une veillée mortuaire d'un an. Tout commence à Londres, et puis ça se diffuse naturellement dans tout le pays. Telle une onde produite par un caillou jeté dans un lac miroir sous une voûte céleste azur par des mains innocentes mais aux doigts nonobstant très musclés. Les journaux diffusant l'histoire sont détenus par un groupe puissant possédé par un magnat canadien de la presse.
Ainsi, les articles sont largement repris dans les gazettes impériales, ça ira donc se balader dans les journaux australiens, en Tasmanie ou en Nouvelle-Zélande. Parce qu'à la fin des années 1800, l'Empire britannique est à son apogée, couvrant près du quart de la surface terrestre et dominant de nombreux territoires en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie. Ceci explique cela. Bon, fin 1894, c'est plus calme, on ne parle plus trop de l'histoire, donc on va se projeter 20 ans plus tard lorsqu'une nouvelle vague d'articles débarque avec des contenus pas trop éloignés de l'histoire originale. La variante, c'est que la princesse russe devient la comtesse Ostrigilski, qui, elle, laisse un testament de $1 300 par an, un peu l'ancêtre de l'Eurodream de la Française des Jeux, où vous pouvez gagner 20 000 € par mois, tous les mois pendant 30 ans. Et vous le savez, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Jouer comporte des risques, endettement, dépendance, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Michel, on n'est pas sponsor, donc ça, c'était pas la peine. Merci pour l'info, je vais tenter ma chance. Si tu veux. Alors, la plus vieille itération de l'histoire provenant de cette nouvelle vague d'articles apparaît encore une fois dans le Chicago Tribune, comme par hasard, et sera ensuite reprise un peu partout aux États-Unis. Côté presse impériale britannique, même topo entre 1914 et 1932 avec une circulation de l'histoire via la presse australienne et surtout dans la province de Victoria. Côté européen, nous n'aurons pas le droit à cette version de l'histoire. Sûrement en rapport à un truc qui s'est passé entre 1914 et 1918. La guerre, tu veux dire ? Oui. D'ailleurs, entre la fin de celle-ci et le début de la prochaine, l'histoire sera totalement oubliée. Maintenant qu'on en sait plus sur les endroits touchés par l'histoire, on se doit de comprendre comment elle a pu circuler techniquement. On évoquait plus haut les réseaux télégraphiques. Et pour traverser l'Atlantique, c'est bien le télégraphe qui va nous aider. Et pour aider le télégraphe, c'est le câble télégraphique qui va faire le boulot. Je vous propose donc d'écouter le papa de Wikipédia, Jean Carta. Peux-tu nous parler brièvement de l'histoire de ce que nous appelons le câble ? Absolument. Bonjour les amis et merci d'avoir pensé à moi. Je m'en vais donc honorer cette mission que vous me confiez, à savoir vous conter rapidement l'épopée fascinante du télégraphe transatlantique. Une odyssée d'autant plus fascinante qu'elle marqua le cours des communications humaines. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre une musique un peu épique derrière, genre In the Hall of the Mountain King ? Avec plaisir, Jean. Et en plus, c'est libre de droit. Parfait. Au milieu du 19e siècle, alors que l'ère industrielle battait son plein, l'idée de relier les continents par le biais d'un fil de fer devint une obsession pour les visionnaires de l'époque. En 1858, après des années de recherche et d'expérimentation, le premier câble télégraphique fut enfin immergé dans les profondeurs de l'océan Atlantique grâce au bateau le HMS Agamemnon, reliant les rivages de l'Amérique à ceux de l'Europe. Ce projet ambitieux fut porté par des figures emblématiques telles que Cyrus Westfield qui, avec une détermination sans faille, surmonta maints obstacles techniques et financiers. Cependant, la première tentative de transmission d'un message fut éphémère, le câble s'avérant défaillant après quelques semaines d'utilisation. Ce revers n'entama point l'ardeur des pionniers. En 1866, un nouveau câble plus robuste fut posé avec succès, permettant enfin des communications instantanées entre les deux continents. Ce fut un moment de triomphe célébré par des messages d'allégresse échangés à travers l'océan. « Salut toi, ça va ? Oui, et toi ? Tu raccroches ? Non, toi tu raccroches, blablabla » Ainsi, le télégraphe transatlantique révolutionna les échanges, réduisant le temps de communication de plusieurs semaines à quelques minutes. Il symbolisait non seulement une avancée technique prodigieuse, mais également l'unification du monde rendant possible les relations internationales telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ah, le câble! Et voilà. Merci Jean Cartin. Le plaisir était pour moi. Le câble télégraphique révolutionne la circulation de la presse, ce qui nous donne une première piste pour comprendre la diffusion spectaculaire de la légende. Mais pour que cette dernière circule, il faut qu'elle intéresse les rédactions. Notre histoire va jouir de l'évolution de la presse, vous allez l'entendre, car aux États-Unis comme en Europe, à partir des années 1880, les chefs de rédaction autrefois étaient attachés à diffuser des faits bruts ou des informations. Mais à un moment donné, certains se sont dit que le public attendait plus de divertissement. Et comment sommes-nous arrivés là ? Eh bien, on vous raconte. En 1846, différents acteurs de la presse américaine créent l'Associated Press. À Chicago, la Western Press est créée et d'autres agences créent leur groupement. En Europe, pendant ce temps-là... Salut, moi c'est Charles-Louis Savas. Je suis un ancien négociant international reconverti dans la banque. Et en 1832, j'ai créé la première agence de presse européenne en France. À nos débuts, nous ne faisions que de la traduction de journaux étrangers, mais en 1840, on s'est bougé le fondement pour commencer à diffuser nos propres informations.
Moi, c'est Bernard Wolf, je suis un journaliste allemand. J'ai créé l'agence Wolf en 1849 et merci de ne pas m'avoir collé un accent allemand caricatural. Et moi, c'est Paul Julius Reuter, un journaliste britannique d'origine allemande. J'ai une chouette barbe et j'ai créé mon agence de presse à Londres en 1852. Et comme apparemment dans ce milieu on est un peu mégalos, j'ai appelé mon agence l'agence Reuters, avec un S à la fin. Fallait bien que je me démarque. Quoi, t'as un truc à ajouter, Savas? Ouais, tu fais le malin, Reuter, mais toi et Wolf, vous avez commencé chez moi, je vous rappelle. Pour sûr, mais toi t'as pas de chouette barbe. Ouais, mais moi, j'ai des cheveux et un cou. Bref, je continue. En 1850, tous les trois, mais surtout moi, nous décidâmes de signer une entente appelée le cartel des agences de presse. C'était la bonne époque et au début des années 1900, mon agence, Havas, était numéro uno sur l'info et la pub en France, même si on continue à se faire régulièrement détrôner par ces satanées nouvelles agences américaines. Absolument. Et histoire d'augmenter notre force de frappe, nous avons décidé avec Reuter et Havas de signer un contrat d'échange de services avec l'Associated Press. De cette façon, nous avions enfin l'allié américain qui nous manquait en Europe. Reuter, peux-tu nous en dire plus? Tout à fait. Via les câbles télégraphiques, nous faisons transiter les news de l'Associated Press qui viennent d'Amérique vers Londres. Ensuite, mon agence Reuters avec un S fait le tri et hop, ça part à Paris et à Berlin. Ok, mais... Mais t'es qui, toi? Moi, c'est Joseph Pulitzer, je suis américain. J'ai aussi une chouette barbe et je vous rappelle que c'est moi le premier à avoir utilisé le câble télégraphique. Et puis, j'ai aidé à subventionner la construction de la Statue de la Liberté avec mes journaux. Et puis, je sais pas si vous avez capté qui je suis, mais quand vous dites « Oh bordel, j'ai gagné le prix Pulitzer !» Bah, le Pulitzer dans prix Pulitzer, c'est Joseph Pulitzer. Et vous savez qui c'est, Joseph Pulitzer? Oui, on sait. C'est moi. D'accord. D'ailleurs, Frankis, Michels, votre histoire de princesse, elle a été diffusée via ce qu'on appelle une dépêche. Pour sûr, le moyen le plus efficace pour diffuser ce genre d'histoire crustis. Ouais, et vous savez quoi? My God. Pas lui. Et ouais, les ringards, moi c'est Davidson Dalziel, je suis un boss de la presse anglaise et c'est grâce à moi que la presse va devenir ce qu'elle est. Moi c'est simple, je vais vous obliger à pratiquer la commercialisation agressive des fils d'information. En gros, Reuter il est du genre Je pense qu'une agence de presse doit sa service à la qualité de son information, se sourcer, se recouper, se vérifier, même si la conséquence est que celle-ci met du temps entre l'enquête et le dépôt du journal dans votre caisse préférée, blablabla. Oh. Et moi, David fucking Dalziel, je suis plutôt du genre avec du recoupage, sourçage, vérifiage et que sais-je. Moi, ce que je veux, c'est du scoop et encore du scoop. Et des sous-sous. Oh, rien à foutre que l'info soit fausse. Tu vis dans quel monde, Reuter? T'aimes pas les sous-sous ou bien? Je vous garantis qu'un jour, la post-vérité aura son petit succès. Oh ouais. Oh. Salut, moi c'est Vincent Bolloré et... Non, rien. Bon, Reuter, tu leur dis comment t'as réagi? Ouais. Bah, histoire de rester dans le coups, j'ai créé en 1890 un service spécial avec la Press Association en incluant une bonne dose de news croustimoelleuses bien palpitantes, histoire de récupérer les abonnements perdus chez la concurrence anglaise. Et ouais, et petit détail qui pourrait vous intéresser pour votre histoire de princesse là, parce que apparemment vos courriers de candidature sont aussi partis de là-bas. J'ai implanté des agences en Belgique, en Suisse et en Allemagne au début des années 1890. Ah. Et ouais, quand je vous dis que je fais dans le croustillant, bon allez, j'embarque mes losers de concurrents, on va voir ce qu'ils ont dans le bide. Allez les gars, tous au bar et c'est moi qui rince. Merci, Dalziel. Danke. Fuck you. Et voilà comment la presse à sensation est venue remplir les rayons au détriment de la presse d'investigation, sourcée et vérifiée. On sait donc maintenant qui a candidaté, comment l'histoire a circulé, comment elle s'est retrouvée dans la presse, mais avant de voir comment de nos jours elle a été appréhendée, nous allons évoquer le genre de personnes qui auraient pu en être à l'origine. Et dans le contexte journalistique que l'on a décrit, il y a une faune particulière s'activant malicieusement, les mystificateurs. Frédéric Ortoli, un contemporain de l'histoire dont on a parlé précédemment et qui a enquêté sur la légende, écrit un jour. Il a fallu qu'un lait mystérieux quelconque donnât la volée à un prodigieux canard pour qu'un certain nombre de lettres plus ou moins drôlatiques vint se glisser parmi les funèbres paperasses du gardien de la grande nécropole. Les mystérieux ? Ouais, les mystérieux, un homme sous pseudonyme dont le vrai prénom, Paul Masson, fait partie de ces mystificateurs. Non mais c'est naze son pseudo à base de pseudo-jeu de mots, là. Ça existe même pas comme prénom, Lémis. C'est qui ce blaireau ? Bah, il y aurait beaucoup de trucs à dire sur lui, mais sachez qu'en gros, c'est un mec qui écrivait des faux articles plus ou moins fantaisistes et autres canulars qu'il envoyait aux journaux juste avant le bouclage afin qu'il n'ait pas le temps de faire un petit fact-checking.
Au passage, je trouve que les canulars sont pas ouf, et vous verrez sur Wiki, mais bon, après j'ai été biberonné à surprise, donc je sais pas, c'est au niveau du niveau. Et pour Ortoli, l'histoire du cercueil de verre est sûrement à l'origine l'œuvre d'un de ses mystificateurs. Dans la citation d'Ortoli, on entend bien les mystérieux, car dans ce cas, il range derrière ce nom tout plaisantin qui aurait écrit cette histoire. Le canular médiatique est à son prime à la fin du 19e siècle, et le roi dans le game n'est ni Orson Welles et son invasion alien, ni même Marcel Béliveau et ses excellentes caméras cachées, mais le king est bien notre Paul Masson, aka les mystérieux. Le journaliste Adolphe Brisson, qu'on a évoqué plus tôt, l'a d'ailleurs rencontré chez lui. Il dresse son portrait dans un ouvrage intitulé Portraits intimes, sorti en 1894, extrait. Ainsi, c'est bien à monsieur les mystérieux que j'ai l'honneur de parler. Il sourit. Et dans ce sourire, je vois passer comme une lueur de douce ironie. Il semble me dire « Assurément, je suis le grand fumiste des temps modernes. Et vous croyez, chétif, déchiffrer mes secrets? Vous n'en saurez que ce que je voudrais. Je suis impénétrable comme le sphinx. » Nous nous regardons un moment sans parler. Ainsi, deux adversaires se mesurent avant d'engager l'épée. Puis brusquement, il s'écrie « J'affirme, cher monsieur, qu'il n'y a pas au monde une plus vive jouissance que de se moquer du public. » J'ai forcé les mystérieux, le poing sur la gorge, à me dévoiler ses procédés. Me voyant déterminé à la violence, il s'est exécuté de bonne grâce. Il m'a confié que le bon fumiste devait être un excellent psychologue, choisir le moment favorable et tâter le pouls de l'opinion avant de lancer son brûlot. Pour qu'une mystification réussisse, il faut qu'elle soit mûre, qu'elle soit dans l'air, que le public l'attende inconsciemment, qu'elle réponde à un état d'âme général. Maintenant que Lémis nous a donné la recette du canular, nous allons quitter la presse, retrouver l'histoire, et pour ce faire, faisons maintenant un bond gracieux dans les années fric. Tout à fait, car les 80s voient ressurgir la légende. Elle devient un outil providentiel pour les guides touristiques qui s'amusent à s'approprier l'histoire en l'attribuant à la comtesse Demidoff, parfois appelée princesse Strogonoff, baronne Demidoff, qui, elle, a vraiment été inhumée au Père-Lachaise. Absolument, et ça a l'avantage de rendre l'histoire plus concrète et palpable. Je vous propose tout de suite de suivre Vincent de Langlade, connu comme le commentateur de promenade devenu ensuite le quasi-guide officiel du Père-Lachaise et qui a écrit plusieurs livres sur le cimetière, dont Ésotérisme, médium et spirit du Père-Lachaise aux éditions Vermet que nous allons citer dans quelques secondes. Et puis, étant donné que je suis allé faire quelques prises de son au Père-Lachaise parce que je bosse, je propose qu'on en utilise une pour se mettre un peu dans l'ambiance. Vous allez voir, c'est sympa, on entend un peu la faune du cimetière où, il faut le savoir, il y a des corneilles, des mésanges, des perruches, des chats, des lézards, des chauves-souris, des fouines ou même des hérissons. Et des renards, Michel. Il y a des renards, hein. T'as oublié les renards. Merci Ben. Donc, suivons Monsieur de Langlade, ce fameux guide du Père-Lachaise. Nous suivons le chemin des chèvres jusqu'à ce que nous trouvions une immense sépulture surmontée d'un dais de pierre et entourée d'un escalier. Il s'agit de la dernière demeure de la princesse Demidoff, née baronne Stroganoff, et à qui le commissaire Leclerc, dans son livre Cimetières et sépultures de Paris, Hachette 1978, attribue une légende que Michel d'Ancel, dans Au Père-Lachaise aux éditions Fayard 1976, avait préalablement offerte à la sépulture de mademoiselle Diaz Santos. Michel ? Ouais. Quand le mec a dit Stroganoff, t'as pas entendu un truc derrière ? Non. Vas-y, attends, remets l'extrait. Baronne Stroganoff. Et à qui ? Non, mais j'entends rien. Attends, remets et mets plus fort, juste après Stroganoff. Ok. Stroganoff. Et à qui ? T'as entendu là ? Ouais, moi j'entends pas grand chose. Bon allez, bref, on continue, parce que là ça commence à... Mais non, mais si, c'est un PVE, un phénomène de voix électronique. Le phénomène de voix électronique désigne la présence sur un enregistrement audio d'un message linguistique de provenance inconnue et inaudible par l'oreille humaine, distingué parmi le bruit blanc d'un enregistrement à l'aide d'un appareil enregistreur spécifique. Et toi t'en sais rien, tu regardes pas les chasseurs de fantômes dans les documentaires sur ces stars. Non mais faut vraiment que tu lâches ton cousin Jean-Francky Théorie, Francky. Vraiment. Bon, c'est une source comme une autre. Stéphanie Sauget rappelle également, après avoir évoqué l'appétence de Langlade pour flatter le goût du public pour les histoires insolites, qu'on est dans les années 80. Et que dans ce contexte, il y a un gros regain pour les pratiques occultes, notamment autour du Père-Lachaise. Et elle rappelle que les années 80, en France, voient l'apparition d'enquêtes sur des messes sataniques, entre autres. De l'insolite, de l'occulte. Bon, c'est pas Michel Tuttle et Frank Magic qui vont bouder ces thèmes. Mystère. Rien à voir. Pardon.
Si, il y a un truc. Si, il y avait une émission qui s'appelait Mystère. Haf, si on pouvait avoir une petite dose d'ovnis et de complot, ce serait vraiment le Graal. Ah bah, pour les ovnis, je sais pas. Mais pour le côté conspi, on a Van der Wreken, je te rappelle. Ah mais oui, parce que certains guides, à l'instar de Monsieur Pascal Van der Wreken, s'amusent avec la date de la mort de la comtesse de Midov. Le 804-1818, une date qui comporte 3 fois le chiffre 8, aka le chiffre des vampires selon lui et d'autres guides. Bon, au lieu de paraphraser, je vous envoie la vidéo du guide, directement, parce que je vous connais, vous allez déformer les propos du gars. Ah bah évidemment, on a dit quoi? On a dit le mot complot, donc du coup l'autre il sort de sa boîte. Bah allez, vas-y, envoie-nous ça. Bon, c'est déjà fait, je l'ai déposé sur le cloud, mais pas l'officiel, tu connais. Ok, allez, merci cousin, on écoute ça. Eh bien, nous sommes devant le mausolée de la baronne Demidov-Stroganov, mausolée éminemment symbolique. Ses cendres reposent ici dans ce catafalque. Elle est décédée le 8 avril 1818. Or, comme vous le savez peut-être, le triple 8 est le symbole des vampires. On a expliqué ici que cette tombe comporte des maillets, des hermines et des loups. C'est à double sens en effet, car le loup, c'est effectivement la fourrure, mais c'est aussi dans le vampirisme le symbole des maîtres vampires. Et nous avons également ici la belette et le maillet qui sont des symboles des forges et des mines dont la famille Demidov-Stroganov était l'héritière. Des mines d'argent, de cuivre et d'or dans l'Altaï en Asie centrale. J'attire votre attention ici sur ce nœud central qui est un nœud d'immortalité, qui représente ici la vie éternelle. Alors, la légende raconte que la princesse laissa un héritage d'1 million de francs or à la mairie de Paris. Quiconque pourrait passer une nuit à raison de 365 jours pourrait toucher cet héritage. Mais bien entendu, personne n'a pu. Les gens ont eu des visions, sont devenus fous, ont vu des démons et des fantômes. C'est donc ici un grand mystère parisien qui est devant nous. Et cette tombe est également située près de l'allée des acacias. Acacia qui est le symbole de l'immortalité. Et une fois de plus, nous sommes ici peut-être en présence de la tombe d'un maître vampire. Donc il faut ici enquêter plus avant, nous rendre aux archives, afin de pouvoir mieux enquêter et mieux connaître la vérité sur ce mythe du mausolée Demidov-Stroganov. Merci beaucoup. Ah ouais, carrément. Ouais. D'autres que notre guide ont effectué leurs propres recherches. Des auteurs de blogs et des groupes dits de recherche tels que le Kolob Order, groupe de recherche et d'études en vampirologie, se passionnent pour le sujet. Il y a également le groupe RIP avec 2P pour recherche et investigation des phénomènes paranormaux qui mentionne l'enquête du Kolob Order dans un billet intitulé « La dernière volonté de la princesse ». Un sujet posté par Avi, l'administratrice du forum. Elle publie des vidéos dont une de 20 secondes sur Dailymotion sous le pseudo de Kolob Order. Dans le blog, on peut lire ceci à propos de leur enquête. Lorsque nous sommes arrivés sur place, le chemin était comme balisé pour arriver au mausolée. Un balisage symbolique. En effet, nous trouvons d'abord cette plaque, l'avenue des Acacias. En symbolisme, l'acacia est le symbole de l'immortalité. Et s'il s'agit d'un cas de vampirisme, c'est comme un clin d'œil qui nous mène au mausolée. Ensuite, nous passons juste avant d'arriver au monument dont la majesté est entièrement tournée vers la princesse Demidov, devant un caveau de style égyptien flanqué d'une chauve-souris métallique, l'une des rares représentées de ce côté-ci du cimetière parisien. Cet animal a été associé à la symbolique des vampires. Alors, tout cela prête à sourire, mais quelquefois il faut savoir interpréter les signes, et le chemin qui mène au caveau en est rempli. Enfin, nous arrivons devant l'imposant mausolée de la princesse Demidov. C'est assurément l'un des plus grands monuments du Père-Lachaise, et paradoxalement, il n'est pas mentionné sur les cartes en vente au Père-Lachaise, comme par hasard. D'après mes propres recherches, c'est faux, hein, il est mentionné. Ensuite, le billet du blog reprend ce que le guide Van der Wreken nous disait précédemment, donc rien de nouveau. Elle publie aussi des photos du monument, en particulier de trous d'aération dans l'ouvrage qu'elle commente ainsi. Signe que quelqu'un prévoyait que l'on puisse recevoir de l'air frais depuis l'extérieur du tombeau, ce qui n'est pas courant. Hein. Intéressant. Et en fait, la vidéo est facilement trouvable, parce que c'est Kolob Order qui l'a postée. Ah ok, donc Jean-Franck qui s'est encore foutu de nous. C'était absolument pas confidentiel, sa vidéo, ok. Michel, bon,
On va pas faire semblant pendant tout l'épisode. Hein. Elle est là sur la table, depuis le début. La télécommande, avec en plus du bouton en forme d'Australie, un bouton en forme de Père-Lachaise. Ouais, et cette fois, je vais pas te dissuader d'appuyer, parce que j'ai l'impression que tu captes pas à quel point ce serait complètement débile de tenter cette histoire de veille de princesse. Mais complètement débile. Oh, attends. Toi, tu trouves ça con, mais... Non, pas de mais. Tu vas appuyer sur ton bouton en forme de Père-Lachaise, t'inquiète pas. Et tu sais quoi ? Bordel, ouais. Voilà, tu vas appuyer maintenant. Vas-y, appuie, puis après, on en reparle. Oh, on est où, Michel ? Bah, dans ta colloque de rêve. Dans le tombeau de la baronne de Midov Strogonov. Mais on voit rien. Il fait froid, en plus je capte pas. Y a zéro wifi. C'est quoi, zéro wifi ? C'est de qui ? Non, mais j'hallucine. Vous débarquez chez moi avec vos pieds crottés et vous me demandez qui je suis ? Oh, baronne de Midov. Comtesse, merci. Tant qu'on est là, j'aurais une petite question qui mettra fin au délire de mon pote Michel qui croit en rien. Fin 1800, on est d'accord ? Vous avez bien mis en place un appel à candidature pour vous veiller pendant 1 an, pendant que vous, dans votre cercueil de verre, vous dormez du sommeil du juste pour l'éternité, et puis au bout d'1 an, vous payez le gentil gardien colocataire pour le service rendu. Non mais alors ça vraiment, ça fait des années qu'on m'enquiquine avec cette histoire débile d'héritage, que des enquêteurs du dimanche essayent de rentrer chez moi parce qu'a priori la trop bonne, trop conne comtesse Demidov a des thunes à lâcher. Non mais vraiment j'en peux plus, et tant que je vous tiens, faites passer le message, c'est faux. Il n'y a pas d'héritage ou je ne sais quel cercueil de verre, là. Et puis dégagez de chez moi, ou je vous fais balayer les feuilles mortes que vous avez apportées. Ok, ouais, non, on va y aller. Ça va, d'accord, on se casse là, on y va. Ok, bon, je pense qu'elle s'est rétractée après sa mort. Finalement, elle préfère la solitude et vivre sa mort tranquille dans son dernier logement, comme tout le monde, c'est tout. Elle pouvait pas raconter la vraie histoire et risquer d'être visitée tous les jours. Ah ouais, mais t'es vraiment indécrottable, toi. Non mais, reprenons, car côté popage de l'histoire dans la presse, on peut noter l'incursion de notre légende de princesse dans la revue scientifique Direct Matin du 29 octobre 2010 dans un article intitulé « Les légendes qui font trembler les Parisiens » consacré à Halloween à Paris. Au Père-Lachaise, la sépulture de la princesse Strogonov Demidov, morte en 1818 à Paris, intrigue. Cette héritière d'une riche famille russe propriétaire de mines d'or aurait promis sa fortune à celui qui oserait rester à ses côtés durant 1 an dans son propre tombeau. Sauf que personne n'a pu dépasser la première nuit. La mort ou la folie s'emparant des amateurs. En 2014, l'écrivaine Nathalie Reims, elle, réactualise l'histoire sur Europe 1. 20h, 22h, Europe 1 Social Club. Frédéric Tadei. Toujours avec Nathalie Reims qui publie Le Père-Lachaise, Jardin des Ombres, un livre grand format chez Michel Lafon, illustré par des photos de Nicolas Redzome. De toutes ces sculptures d'ailleurs, laquelle vous touche le plus, Nathalie Reims ? Parce qu'on en voit énormément dans votre livre. Hein. Il y en a beaucoup, mais c'est peut-être, il y en a plein qui me viennent à l'idée. Alors, en sépulture, c'est celle de la comtesse Demidov, qui a inspiré Bram Stoker, le personnage de Dracula, dont je raconte l'histoire, qui est extraordinaire, qui était une comtesse, un vampire, qui est enterrée dans un mausolée absolument gigantesque, avec des loups, des cerfs, des symboles vampires, le 8 qui fait l'infini, et qui elle-même repose, on n'a pas été à l'intérieur voir, mais dans un cercueil de cristal de roche, et qui a laissé un testament qui est toujours valable de 200 roubles en or pour qui viendrait dormir près d'elle sur sa sépulture pendant 365 jours et 366 nuits. Plusieurs personnes s'y sont essayées, sont devenues fous, et celui qui a tenu le plus longtemps est resté 8 jours. Alors ça, c'est en termes peut-être d'histoire et de grandeur de tombeau. Et après, ce qui me touche énormément, bien sûr, c'est le monument aux morts qui est en face du portail, parce qu'il dit beaucoup de choses aussi de ce couple la porte va s'ouvrir, ce couple va passer justement cette frontière entre les vivants et les morts, et vous avez de chaque côté des gens qui retiennent comme ça symboliquement la porte de pierre pour qu'ils ne partent pas dans l'au-delà. Pour en revenir maintenant à notre histoire, une thèse circule à l'époque, celle d'un canular fabriqué par un journal de Chicago. Un article d'Henry Heney, auteur de livres et journaliste fin 1800, début 1900, paru sous le titre The Victims of the Paris Hoax, les victimes d'un canular parisien, dans le Boston Herald, le 22 avril 1894, le dit sans embâche. La rumeur aux États-Unis aurait été lancée par un article paru dans un journal de Chicago le 26 novembre 1893, article qui s'appuierait sur un cablegramme spécial en provenance de Paris.
Ce canular aurait même déclenché une tension diplomatique entre la France et les États-Unis et nécessité l'intervention de l'ambassadeur James Biddle Eustace auprès du préfet de police Louis Lépine pour tirer au clair cette affaire. La responsabilité de la création et de la diffusion de l'histoire est donc imputée à la presse cancanière de Chicago. Le New York Sun ajoute que l'histoire que l'on appellera légende, n'en déplaise à Frankie, serait apparue dans la rubrique des petites annonces et met ensuite clairement en cause un journaliste de l'Associated Press de Chicago qui aurait relayé la rumeur en y participant lui-même en se déclarant candidat. Cette piste, pour le coup, n'est pas seulement reprise par les Eddie Lucet du milieu, mais également par le journalisme, disons, plus sensationnaliste. Et Henry Haynie, c'est le genre de personne que l'on peut qualifier de fiable au vu de son CV, puisqu'il a été correspondant de presse renommé et connaissait très bien le milieu des correspondants de presse américains à Paris. En plus de connaître ce milieu, il connaît également très bien la capitale française. Il en a même fait un bouquin, Paris, Past and Present. À ce jour, nous n'avons pas pu trouver la petite annonce originelle qui serait à l'origine de la légende, mais on en est pratiquement certain maintenant, l'histoire ne naît pas à Paris, mais à Chicago. Cette histoire a sûrement été fabriquée par un anonyme, un de ces fameux mystificateurs à l'allée mystérieux avant d'être reproduite par des agences de presse, puis sélectionnée à plusieurs reprises par les éditions de journaux pour pouvoir franchir le cap de la publication et apparaître comme une vraie information. Cette histoire a été produite à plusieurs niveaux différents et dans plusieurs pays, et ce, à des époques différentes. Et puis, on ne va pas se mentir, si ça a marché partout dans le monde et aussi longtemps, c'est que l'histoire était plutôt bien foutue. Stéphanie Sauget dit dans son livre « La légende du cercueil de verre répond à l'ensemble des critères indispensables au succès d'une légende. Un récit très court, qui se résume en quelques points, qui raconte une histoire peu banale et que l'on peut lire dans les journaux. Toutefois, si dans le cas de la légende du Père-Lachaise, l'importance de la diffusion médiatique a été essentielle et a permis à certains de lire la légende comme une petite annonce, cela ne suffit pas à rendre compte de l'espoir soulevé par cet énoncé chez certains lecteurs. Il faut donc postuler que cet énoncé entrait en résonance avec un imaginaire social le rendant possible et pensable. Le livre aborde beaucoup plus de choses que ce qu'on vous a dévoilé, telles que la fabrication industrielle de cercueils de verre. Stéphanie Sauget fait l'exégèse de cet objet, un passage très intéressant qui démontre qu'à l'époque de la légende, le cercueil de verre est un vrai sujet. Après ce chapitre, comme nous l'a dit Jeanne qui nous a conseillé le livre, vous serez incollable sur le sujet. Cercueil en verre donc, cercueils anthropomorphes qui suivent peu ou prou la forme du corps, cercueil à hublot histoire de voir le mort, ou même cercueil avec éclairage et dispositif pour que le mort puisse prévenir au cas où il ne serait pas mort. Et pour conclure, je dirais que pour moi, est-ce que la princesse a existé ou pas ? Le doute persiste. Perso, je suis toujours chaud, donc si ça tient toujours, Demidoff, écris-moi à francmagic.stagiaire@gmail.com. Allez, c'est bon, vas-y, c'est ça. Alors dans le livre de Stéphanie Sauget, il est aussi question de la gestion des cadavres dans nos sociétés contemporaines, l'aménagement spatial et matériel que symbolise le tombeau et à l'attention que nous portons aux morts. On va justement vous parler d'une façon très particulière de gérer les cadavres, mais via une histoire très mauvais travail compatible, vous allez l'entendre. Francky, je te propose juste un truc, enfin c'est pas que je te propose, c'est que moi je vais aller chercher une bière dans le frigo et je reviens, parce que cette histoire est assez... Ok, bah j'en prends une aussi, parce que j'ai... Ouais, nécessite une bière je pense. D'accord. Bon, à tout à l'heure mon Francky, désolé les petits mauvais, hein, on revient dans 2 secondes. Six feet and the sweet place ever. Undercover, things are better. 6 feet under, I feel better. Never ender, big and better.
c'était eux que t'avais fait ta réplique comme il faut. Est-ce que t'as dit pour sûr pour cette histoire? Ouais, bah tu reprends à pour sûr. Pour sûr. Bon, pour cette histoire, on va rester dans la mort, et vous allez l'entendre dans le morbide. Absolument. Et contrairement à notre princesse, l'homme que l'on nommait Elmer McCurdy, lui, a bien existé, et son histoire aussi. Ce récit est contemporain de notre légende du cercueil de verre, puisqu'Elmer est né le 1er janvier 1880 dans l'état du Maine. Ah bah déjà, on est dans un contexte très Stephen King. J'aime bien. Absolument, mais bon, Stephen King, je le rappelle, en général, c'est fictif, ne l'oublie pas. Ma peur des clowns est donc totalement injustifiée? Oui, tout comme ta peur des voitures rouges et des Saint-Bernard, mais pour en revenir à notre histoire, sachez que le tout jeune Elmer est né de Sadie McCurdy et d'un père inconnu, mais il est élevé par sa tante et son oncle et découvre seulement à 10 ans que son papa et sa maman sont en fait sa tata et son tonton, ce qui, entre autres, le rend totalement ouf et incontrôlable. Le Elmer, il est précoce, mais pas dans le bon sens du terme, puisqu'il débutera une carrière de bandit de grand chemin durant l'adolescence, le tout en étant également alcooliquement précoce. Vers 1900, il quitte le Maine et navigue de petit boulot en petit boulot, mais sa navigation étant très route du Rhum, il se fera virer à chaque fois. En 1907, perdu comme Jaja, il enfile des fringues kaki et apprend à manier la mitraillette et la nitroglycérine pendant 3 ans dans l'armée américaine. Après avoir minutieusement appris un tas de trucs utiles pour le futur, il décide d'appliquer tout cela en partant pour l'Oklahoma et rejoignant une joyeuse bande de braqueurs de trains et de banques. En 1911, Elmer entend parler d'un convoi ferroviaire, l'Iron Mountain Missouri Pacific Train, qui, selon ce qu'il a entendu, transporte la coquette somme de $4000. Il en parle à ses potes, et hop, c'est parti, let's go, ça attaque le train. Elmer, notre gars sûr, avec ses grosses compétences à base de nitroglycérine, fait péter le coffre, comptant la grosse thune. Mais, en fait, dans le coffre, il n'y a pas $4000, mais des pièces d'argent à hauteur d'à peu près $1000, dont la moitié fondra dans l'explosion. Ah, pas de bol. Ouais, mais c'est que le McCurdy est tenace. Il est chaud et rencarde ses potes pour une autre mission, et cette fois, ça va pas foirer. Enfin, c'est ce qu'il pense. Notre gang de crew part donc à Chautauqua, au Kansas, pour aller braquer la Citizens Bank. Bon, le problème, c'est que le coffre est beaucoup trop dur à ouvrir. Ouais, et pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, ce qu'on vous déconseille vraiment, sachez que l'ouvre-boîte, c'est pas vraiment l'outil indiqué pour ce genre de taf. Du coup, ils repartent avec $150. Pas ouf. Ah, pas de bol. Après ce chou blanc international, le groupe split. McCurdy part en solo et à défaut de sortir un album country, part se réfugier dans la ferme d'un pote, Charlie Rivard, dans l'Oklahoma. Il s'ennuie sévère et se bourre la tronche comme un Elmer pendant des semaines. Peu échaudé par ses échecs, le gars forme un trio avec 2 amis et attaque le Katy Train, toujours dans l'Oklahoma. Dans ce train, il paraît qu'il y a $400,000. Vous commencez à connaître Elmer, c'est pas le pied de biche le plus robuste de la boîte à outils et le butin qu'il touchera avec ses potes est, attention, de $46 et de quelques bouteilles de Volvic, ou plutôt d'alcool parce que, c'est Elmer. Donc, retour à la ferme Rivard avec les bouteilles d'alcool, hein, faut pas gâcher. Et dodo après ingurgitation du butin alcoolisé. Un truc que notre malandrin n'a pas prévu, c'est que 3 shérifs le marquent à la culotte. Ils encerclent la ferme le 7 octobre. Une fusillade éclate et Elmer se fait dézinguer. Il avait alors 31 ans. Et c'est donc à ce moment du récit que notre histoire de cadavre arrive. Après avoir été tué, le corps d'Elmer sera amené à Pawhuska, toujours dans l'Oklahoma, où il est embaumé par le croque-mort local. Ce croque-mort est un pro en embaumement à l'arsenic et fait le taf bien comme il faut. Le corps d'Elmer n'est réclamé par personne, alors il s'en sert comme d'un panneau publicitaire, comme pour dire « Hey, c'est qui le papa de l'embaumement à l'arsenic ?» Ouais, et comme tout est bon pour faire de l'argent, le croque-mort fait payer la visite du corps pour qui veut voir ce qu'il reste de notre artiste. Cette exposition intéresse beaucoup les locaux. Alors, en 1916, 2 gars se présentent comme étant les frangins du Elmer et repartent donc avec la momie de leur faux frère. Les 2 gars en question sont James et Charles Patterson, 2 vrais frères, propriétaires du Great Patterson's Carnival Show, une foire itinérante. Un peu comme P.T. Barnum avec ses freaks. Allez écouter Mauvais Travail, épisode 16. Ils font le tour du pays en exhibant Elmer. En 1922, sûrement après avoir gagné un maximum de sous-sous avec leur momie, ils revendent le corps à Louis Sony, propriétaire du musée du crime, une attraction basée à Los Angeles.
Celui-ci fait également voyager Elmer à travers le pays avec son musée itinérant. En 1933, le réalisateur et producteur de films américain Duane Esper loue le cadavre pour faire la promo de son film Narcotique. L'arc narratif de la vie d'Elmer passera ainsi de bandit à drogué s'étant suicidé pour échapper à la police. Fait glauque, la momie commence peu à peu à pourrir, ce que le réalisateur met sur le compte de la drogue parce que... La drogue, c'est mal, poignet. En 1949, après la mort de Louis Sonny, la momie Elmer termine dans un hangar à Los Angeles. D'ailleurs, Francky, j'ai vraiment l'impression que les gens qui se refilent le cadavre du pauvre Elmer commencent petit à petit, dans le temps, à zapper que c'est vraiment un cadavre, quoi. Mais oui, c'est vrai, c'est vraiment devenu juste un accessoire, quoi. Alors, histoire de poursuivre ce périple post-mortem, Louis Sonny, en 1967, cède le cadavre au réalisateur David F. Friedman pour en faire un figurant dans son film d'horreur Cheap Freaks. Friedman revendra ensuite Elmer dans les années 70 avec un lot de mannequins de cire à Spoonie Things qui possède un musée de mannequins de cire appelé Hollywood Wax Museum. Elmer sera ensuite prêté pour une expo dans les monts Rushmore dans le Dakota, puis vendu à un propriétaire de parc d'attractions en Californie. La momie, enfin ce qu'il en reste, sera, et vous noterez le bon goût, exposée pendue dans le décor de l'attraction Lost in the Dark. Rire dans le noir. LOL. Et c'est ainsi, en 1976, que la carrière post-mortem du hors-la-loi, devenu hors-la-vie, prend fin. Au passage, Elmer fera une apparition dans la série L'homme qui valait 3 milliards dans l'épisode Carnaval d'espions pour lequel le parc d'attractions sera utilisé comme décor. Cette anecdote n'est pas si anecdotique, car c'est en déplaçant la momie qu'un technicien, croyant qu'Elmer n'est qu'un mannequin, décroche un bras du malheureux et découvre effaré qu'il s'agit d'un cadavre et non d'un accessoire de cinoche. L'équipe appelle donc la police qui remet le corps à un médecin légiste. Ce dernier découvre pendant l'autopsie que l'embaumement date d'il y a longtemps. Il découvre également dans la bouche d'Elmer un penny de 1924 et un ticket d'entrée pour le musée du crime. Un moyen de datation assez pratique si tu veux mon avis. Bon, après moult mois d'enquête et de recoupage dans les journaux de l'époque d'Elmer, les autorités compétentes retrouvent l'identité de l'inconnu du parc d'attractions. Elmer McCurdy sera enterré au Summit View Cemetery à Guthrie dans l'Oklahoma le 22 avril 1977. Pour conclure sur cette histoire, sachez qu'afin d'éviter que le corps ne soit récupéré pour une tournée des USA, une chape de ciment sera coulée, recouvrant ainsi le cercueil. Et voilà, on vous avait prévenu, c'était glauque. C'était bien joué ça ou quoi, Francky? La phrase. Oui. Alors nous allons maintenant conclure ce 42e épisode en remerciant encore Stéphanie Sauget pour son livre que vous pouvez commander. Je vous rappelle le titre, Le cercueil de verre du Père-Lachaise chez CNRS Éditions. Un livre qui nous permet de comprendre la naissance d'une légende urbaine via une histoire fascinante. Un livre qui nous raconte une histoire de la presse et de sa propagation dans le monde et beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas pu aborder et qui sont toutes aussi intéressantes. Vous retrouverez également 19 transcriptions des courriers de candidature à l'héritage de notre princesse en fin de livre et toutes les sources que Stéphanie Sauget mentionne dans ce bouquin, ce qui vous permettra de vous plonger dans les archives de l'époque. On remercie encore Jeanne pour le conseil de lecture et également nos comédiens, l'inénérable Ben de Violence de l'incroyable podcast Graines de Violence ainsi que l'excellente Zoé dans le rôle de la baronne de Midoff. Comtesse, merci. Pardon, comtesse. Et enfin Clémence de l'émission Sale Temps pour un film de Capture Mag, l'émission de cinéma préférée de votre podcast préféré. Vous pouvez également la retrouver chez Blast pour Planète Blé. Blé. Planète Blé. Vous pouvez également la retrouver chez Blast pour Planète B. Que de belles émissions. Foncez-y, faites-nous confiance. Francky, on se retrouve pour le prochain épisode de Mauvais Travail. Absolument. À la prochaine, les petits mauvais. J'ai encore surjoué. Et générique. Yeah. Mauvais travail, c'est le Michel Tuttle et le Frank Magic. Mauvais travail, connaissez-vous la voix de ces deux types? Mauvais travail, on ne veut pas voir leur tête dans un clip. Mauvais travail, abonne-toi, vas-y, clique. Mauvais travail, on dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail, c'est Michel Tuttle et le Frank Magic. Mauvais travail, le gars un peu con mais très sympathique. Mauvais travail, moi j'aime bien ce nouveau
générique. Mauvais travail. Un morceau avec des rimes en hic. Mauvais travail. Si tu voyais l'état de nos statistiques. Mauvais travail. Un micro et des studios en plastique. Mauvais travail. La situation pour nous est vraiment critique. Mauvais travail. On dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail. C'est Michel Tuttle et le Frank Magic. Mauvais travail. Le gars un peu con mais très sympathique. Mauvais travail. Moi j'aime bien ce nouveau générique. Mauvais travail. 3 couplets, 4 refrains, c'est pas pratique. Mauvais travail. Dans 100 ans l'émission sera mythique. Mauvais travail. Une émission pas du genre très éthique. Mauvais travail. Abonne-toi, vas-y, clique. Mauvais travail. On dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail. C'est Michel Tuttle et le Frank Magic. Mauvais travail. Le gars un peu con mais très sympathique. Mauvais travail. Moi j'aime bien ce nouveau générique. Mauvais travail. Mauvais travail. Mauvais travail. Mauvais travail. Princesse, baronne, comtesse, princesse Strogonoff Davidoff. C'est moi, c'est Francky. Ça tient toujours pour la coloc. Princesse. Oh, je suis chaud là. J'ai pris mon rib.